Tu n'es qu'une profiteuse qui fait comme si cette maison t'appartenait. La voix perçante de Vanessa a retenti depuis le hall d'entrée alors qu'elle traînait sa valise de marque vers la porte principale. Peut-être qu'à notre retour, tu auras enfin trouvé ton propre logement. Mon père a hoché la tête, sans prendre la peine de me regarder dans les yeux. Nous avons été plus que généreux en te laissant rester ici sans payer de loyer. La plupart des parents auraient déjà mis leurs enfants adultes à la porte. Je suis restée figée sur le seuil de la cuisine, mon café du matin refroidissant dans mes mains tremblantes. C'est ma maison, ai-je dit à voix basse. Maman me l'a laissée. Tu le sais. Vanessa a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. Et c'est reparti avec ce fantasme. Dis-lui, Franck. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ta mère voulait que nous vivions tous ici en famille, pas que tu règnes sur nous comme une princesse. Légalement, je suis toujours. Légalement quoi, papa, l'ai-je défié, ma voix plus forte que je ne me sentais. Il a saisi la poignée de sa valise. On va rater notre vol. Cassie attend déjà dans la voiture. La porte a claqué derrière eux, me laissant seule dans le silence retentissant de la maison victorienne que ma mère avait restaurée avec amour avant que le cancer ne l'emporte il y a 5 ans. Je m'appelle Sandra Wells. J'ai 24 ans et, malgré ce que croient mon père et ma belle-mère, je suis la propriétaire légale de cette maison dans la banlieue de Philadelphie. Ma mère s'en est assurée, en plaçant la propriété dans une fiducie avec moi comme bénéficiaire après sa mort. Ce que je veux est simple, le respect des dernières volontés de ma mère et la reconnaissance de ma propriété légitime. Sur mon chemin se trouve mon père, qui a commodément oublié les termes de la fiducie, et Vanessa, ma belle-mère depuis 3 ans, qui me traite comme une invitée indésirable. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigée vers la grande baille vitrée, regardant leur voiture reculer dans l'allée. Ma demi-sœur, Cassie, 16 ans, était assise sur la banquette arrière, le visage éclairé par l'écran de son téléphone. Ils se rendaient aux Bahamas pour 10 jours, des vacances en famille dont j'avais été délibérément exclue. Quand leur voiture a disparu au coin de la rue, j'ai senti un mélange familier de chagrin et de colère monter dans ma poitrine. J'avais toléré leur comportement méprisant pendant des années, me disant que c'était ce que maman aurait voulu, que nous restions une famille, malgré son absence. Une notification a retenti sur mon téléphone. Un email de Vanessa à mon père, copié accidentellement à mon adresse. Franck, j'ai parlé à Harold. Il dit qu'une fois rentrés de vacances, nous pourrons aller de l'avant avec l'expulsion légale de Sandra de la maison. Il pense que sa revendication sur les volontés de Caroline ne tiendra pas sans les documents originaux de la fiducie. Mon estomac s'est noué. Qui était Harold et que voulait dire Vanessa par les documents originaux de la fiducie ? Avec une inquiétude grandissante, j'ai réalisé que la situation était bien pire que je ne l'avais imaginé. Ma mère, Caroline Wells, était une brillante historienne de l'architecture qui a passé sa carrière à restaurer des maisons historiques à Philadelphie. Cette maison, une victorienne de style Queen Anne construite en 1887, avait été sa plus grande réussite et son plus grand amour. Elle l'a achetée en tant que saisie immobilière en ruine quand je n'avais que 7 ans, y investissant son cœur et ses économies pour sa restauration. Mes souvenirs d'enfance sont remplis des bruits de ponceuses et de marteaux, de l'odeur de vernis et de peinture, et de l'enthousiasme contagieux de ma mère à découvrir les installations et les boiseries d'origine. Papa n'a jamais partagé sa passion. Comptable de profession, il tolérait ce qu'il appelait « le passe-temps coûteux de Caroline », mais se plaignait constamment des coups et des désagréments. Leur mariage était tendu depuis des années avant le diagnostic de maman, mais ils sont restés ensemble, en grande partie pour mon bien. Quand maman a appris que son cancer était en phase terminale, elle a pris des dispositions minutieuses pour l'avenir. J'avais 19 ans à l'époque, étudiante en 2e année d'université en conservation architecturale, suivant ses traces. Entre les séances de chimiothérapie, elle a consulté des avocats, mis en place la fiducie et a eu de longues conversations avec moi sur ses souhaits pour la maison. Ce sera à toi un jour, m'a-t-elle dit, sa main fine traçant les balustres complexes de l'escalier principal. Ton père peut vivre ici aussi longtemps qu'il en a besoin, mais la maison t'appartient. Promets-moi que tu la préserveras. J'ai promis, bien sûr. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est la rapidité avec laquelle papa tournerait la page après sa mort.
Il a rencontré Vanessa lors d'un événement professionnel à peine un an après les funérailles de maman. 6 mois plus tard, elle et Cassie avaient emménagé dans notre maison, apportant avec elle des meubles modernes qui juraient avec l'esthétique victorienne et une attitude qui suggérait qu'elle me faisait une faveur en occupant la maison de mon père. Au début, j'ai essayé de m'accommoder. Je terminais encore mes études, toujours en deuil et reconnaissante pour toute apparence de famille. Vanessa faisait des efforts occasionnels de gentillesse, bien que ces moments aient toujours semblé plus performatifs que sincères. Cassie restait distante, enfouie dans son téléphone ou cloîtrée dans sa chambre. Papa a changé après leur arrivée. Il a commencé à qualifier les antiquités soigneusement sélectionnées de maman de « vieilles camelotes » et à suggérer de « moderniser » les pièces qui avaient été historiquement restaurées. Quand je m'y opposais, citant les souhaits de maman, il devenait distant et froid. « Ta mère est partie, sans rat, disait-il. Les vivants doivent passer en premier. » Maintenant, j'avais obtenu mon diplôme l'année dernière et trouvé un emploi dans une société de préservation locale, ce qui me permettait de rester à Philadelphie. J'aurais pu déménager, trouver mon propre appartement. Parfois, je me demandais pourquoi je restais dans une maison où l'on me faisait sentir de plus en plus mal à l'aise. La réponse était simple, cette maison était l'héritage de maman pour moi, son dernier cadeau. Partir me semblait être une trahison de sa mémoire. J'ai donc supporté les pics subtils, l'exclusion, l'érosion progressive de ma place dans ce qui aurait dû être mon foyer. Maintenant, en regardant l'email de Vanessa transféré accidentellement, je me demandais si ma patience avait été une erreur. Mon père et Vanessa étant maintenant à des milliers de kilomètres, j'ai décidé d'utiliser leur absence pour chercher des réponses. Qui était Harold et que voulait dire Vanessa par les documents de la fiducie ? J'ai commencé dans le bureau de mon père, une pièce qui avait autrefois été la bibliothèque de ma mère. La transformation était symbolique des changements plus importants dans notre maison. Son refuge chaleureux et rempli de livres était maintenant un espace de travail stérile dominé par le système d'organisation de Vanessa. J'ai hésité sur le seuil, me sentant comme une intruse bien que je sois la propriétaire légitime. Les tiroirs du bureau n'ont rien révélé d'inhabituel, fournitures de bureau, factures, quelques photos de famille, où mon absence était flagrante. J'ai tourné mon attention vers le classeur, parcourant méthodiquement les dossiers étiquetés de l'écriture précise de Vanessa. Au fond du tiroir inférieur, j'ai trouvé une épaisse enveloppe Kraft étiquetée, Maison Wells, juridique. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, étalant le contenu sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents que je reconnaissais, l'accord de fiducie que ma mère avait établi, me nommant comme bénéficiaire et mon père comme titulaire d'un droit d'habitation viager, avec des conditions spécifiques. Mais il y avait aussi des papiers plus récents que je n'avais jamais vus, une correspondance avec un certain Harold Brennan, un avocat en immobilier, discutant des stratégies pour invalider la fiducie, obsolète, et établir une propriété claire. Une note adhésive jaune avec l'écriture de mon père disait « Documents originaux de la fiducie dans l'ancien coffre-fort de Caroline. Sam pourrait avoir la clé. » Une prise de conscience glaciale m'a envahi. Il cherchait les documents originaux de la fiducie, probablement pour les détruire. Sans ces papiers, ce serait ma parole contre celle de mon père sur les intentions de maman. En continuant à lire, la profondeur de la trahison est devenue évidente. Mon père consultait cet avocat depuis des mois, cherchant des moyens de revendiquer la maison pour lui-même. Vanessa était activement impliquée, suggérant qu'il pourrait argumenter que maman avait été, mentalement compromise, lorsqu'elle avait établi la fiducie, à cause de ses médicaments. La lettre la plus récente de Harold décrivait leur argument le plus solide, alléguant que j'avais violé les conditions de la fiducie en interférant avec la jouissance paisible de la propriété par Frank, une inversion bizarre de la réalité qui faisait de moi l'antagoniste dans ma propre maison. Je me suis adossée, les papiers éparpillés autour de moi, un étrange engourdissement remplaçant mon choc initial. Mon père n'oubliait pas seulement ma propriété, il complotait activement pour me retirer mon héritage, pour effacer les dernières volontés de ma mère. Presque machinalement, j'ai rassemblé les documents et suis retournée dans ma chambre. Du fond de mon placard, j'ai récupéré une petite boîte ignifuge, le dernier cadeau de ma mère pour moi. À l'intérieur se trouvait l'accord de fiducie original, exactement là où elle m'avait dit de le garder, ainsi qu'une enveloppe scellée que je n'avais jamais ouverte, marquée « en cas de litige ».
Mes mains tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de ma mère et une carte de visite d'Elisa Montgomery, administratrice de la fiducie. Ma chère Sandra. Si tu lis ceci, c'est que Frank a oublié ses promesses envers moi. J'espérais qu'il honorerait mes volontés, mais je m'étais préparée à la possibilité qu'il ne le fasse pas. Elisa a le pouvoir de faire respecter les termes de la fiducie si nécessaire. La maison est à toi, ma douce. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Avec tout mon amour. Maman. J'ai passé mes doigts sur son écriture familière, les larmes brouillant ma vision. Même d'outre-tombe, elle me protégeait, anticipant des menaces que je n'aurais pas pu imaginer venant de mon propre père. J'aurais dû me sentir soulagée d'avoir cette sauvegarde, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de perte. Toute illusion restante que j'avais sur le caractère de mon père avait été complètement brisée. Le père que je pensais connaître, imparfait mais finalement aimant, était une fiction. Même si j'avais maintenant les moyens de protéger mon héritage, je n'étais pas encore prête à les utiliser. J'avais besoin de temps pour digérer cette trahison, pour décider comment avancer sans détruire le peu de famille qu'il me restait. J'ai soigneusement tout remis dans sa cachette, mon esprit tourbillonnant de questions. Depuis combien de temps préparait-il cela? Sa relation avec Vanessa était-elle liée d'une manière ou d'une autre à ses plans pour la maison? Et, le plus douloureux, avait-il jamais vraiment accepté les volontés de maman, ou avait-il simplement attendu son heure depuis le début? Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro sur la carte de visite d'Elisa Montgomery. Après avoir expliqué qui j'étais, j'ai entendu une voix chaleureuse et professionnelle répondre « Je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles, Sandra. » Nous avons convenu de nous rencontrer cet après-midi-là dans son bureau du centre-ville. Elisa s'est avérée être une femme pragmatique d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui me rappelaient ceux de ma mère. Caroline a été très minutieuse en établissant cette fiducie, a-t-elle expliqué, en examinant les documents que j'avais apportés. Les conditions du droit d'habitation de votre père sont assez spécifiques. Il peut résider dans la maison, sans payer de loyer, pour le reste de sa vie, à condition qu'il reconnaisse votre propriété et n'interfère pas avec vos droits en tant que bénéficiaire. Il a fait le contraire, ai-je dit, en partageant les preuves que j'avais trouvées. Il essaie activement d'invalider la fiducie. L'expression d'Elisa s'est assombrie. Cela constituerait une violation grave des conditions de la fiducie. Elle a étudié les papiers du bureau de mon père. Cet avocat, Brennan, adopte une approche agressive. Y a-t-il eu d'autres problèmes en plus du déni de votre propriété? J'ai hésité, puis j'ai décrit l'hostilité croissante, l'exclusion systématique et l'incident le plus récent avant leurs vacances. Je vois. Elle a pris des notes soignées. L'abus verbal et la création d'un environnement inhospitalier pour la bénéficiaire violeraient également les termes. Votre mère avait anticipé les conflits potentiels et a intégré des protections. Quel genre de protection? En tant qu'administratrice de la fiducie, j'ai l'autorité de faire respecter les conditions, jusqu'à mettre fin au droit de votre père d'occuper la propriété s'il est en violation substantielle. Un mélange de soulagement et d'anxiété m'a envahi. La solution était là, mais à quel prix? Expulser mon propre père semblait extrême, détruisant potentiellement toute chance de réconciliation. Je ne veux pas nécessairement le mettre dehors, ai-je admis. Je veux juste qu'il respecte les volontés de maman et me traite avec une décence élémentaire. Elisa a hoché la tête avec sympathie. Commençons par une lettre officielle lui rappelant les termes de la fiducie. Parfois, une piqûre de rappel juridique suffit à corriger le comportement. Cette approche semblait raisonnable, ferme, mais pas nucléaire. Elisa a rédigé la lettre pendant que j'attendais, décrivant les obligations de mon père en vertu de la fiducie et demandant une réunion à son retour pour discuter de la conformité continue. Ceci devrait l'attendre à son retour, a-t-elle dit en me tendant l'enveloppe. En attendant, documentez toute autre communication ou incident. S'il y a escalade au lieu de conformité, nous aurons besoin de preuves pour prendre des mesures plus fortes. Je suis partie avec un optimisme prudent. La lettre servirait de signal d'alarme sans endommager de façon permanente notre relation. Peut-être qu'une fois que mon père comprendrait que ses plans avec Harold Brennan n'aboutiraient pas, il accepterait la réalité et nous pourrions reconstruire une certaine apparence d'harmonie familiale.
Ce soir-là, mon téléphone a sonné avec un message texte de Vanessa. Nous devons parler de ton comportement pendant notre absence. Franck est très contrarié. Attends-toi à des changements à notre retour. Une photo du bureau de mon père était jointe, les tiroirs du bureau partiellement ouverts, les papiers pas tout à fait comme je les avais laissés. Il devait avoir installé des caméras avant de partir, ce que j'aurais dû anticiper. Mon intrusion avait été découverte. Peu de temps après, un email de mon père est arrivé. Je suis profondément déçu par ta violation de ma vie privée. Fouiller dans mes documents personnels montre exactement pourquoi tu n'es pas assez responsable pour être propriétaire. Nous consulterons notre avocat immédiatement à notre retour. J'ai transféré les 2 messages à Elisa, les mains tremblantes. Sa réponse fut immédiate, cela change notre approche. Leur posture agressive suggère qu'ils ne répondront pas raisonnablement à la lettre. Je vous recommande de m'autoriser à exercer les dispositions d'application de la fiducie. Maintenant. En termes simples, elle me suggérait d'autoriser le processus d'expulsion, l'option nucléaire que j'avais espéré éviter. Avant que je puisse répondre, un autre email est arrivé, cette fois directement de Harold Brennan. Madame Wells, j'ai été engagé par Frank et Vanessa Wells concernant la propriété contestée au 1847 Chestnut Avenue. Veuillez cesser toute communication avec mes clients et adresser toute correspondance future à mon cabinet. Soyez avisés que nous préparons une action en justice concernant vos revendications infondées sur la propriété. Mon cœur s'est serré en réalisant que mon approche prudente et mesurée s'était retournée contre moi en leur donnant un avertissement, cela n'avait fait qu'accélérer leur plan. L'espoir que j'avais ressenti plus tôt s'est évaporé, remplacé par la certitude esséurante que ce conflit se dirigeait vers une rupture irréparable. Maman, ai-je murmuré dans la pièce vide, que me ferais-tu faire maintenant? Le lendemain matin, j'ai appelé Elisa pour discuter de nos options. Son conseil était clair et ferme, Sandra, votre père a engagé un avocat qui adopte déjà une posture agressive. Cela suggère qu'ils ont l'intention d'agir rapidement à leur retour. Nous devons répondre avec une égale fermeté. Que proposez-vous exactement, ai-je demandé, la gorge nouée. Je recommande que nous demandions au tribunal une application d'urgence des dispositions de la fiducie, y compris une ordonnance restrictive empêchant votre père et sa femme de réintégrer la propriété en attendant une audience complète. Une ordonnance restrictive? N'est-ce pas extrême? Pas dans ce contexte. Leur communication montre une intention claire de violer la fiducie et de potentiellement vous chasser de votre foyer légitime. L'ordonnance restrictive maintiendrait simplement le statu quo jusqu'à ce qu'un juge puisse examiner tous les faits. J'ai fait les 100 pas dans ma chambre, pesant ces mots. Ils sont en vacances pour encore 8 jours. Devons-nous vraiment agir si vite? Le timing joue en notre faveur, a expliqué Elisa. Déposer la requête maintenant nous donne le temps d'obtenir l'ordonnance avant leur retour, évitant ainsi une confrontation potentiellement explosive. Rappelez-vous, ils ne savent pas que vous m'avez contacté ni que vous avez les documents originaux de la fiducie. Sa logique était solide, mais le poids émotionnel de la décision semblait écrasant. Il ne s'agissait pas seulement de droits de propriété, il s'agissait de couper ce qui restait de ma famille. Laissez-moi y réfléchir, ai-je finalement dit. Après avoir raccroché, j'ai erré dans la maison silencieuse, passant mes doigts sur la rampe en noyer que ma mère avait restaurée avec amour, examinant le vitrail qu'elle avait commandé pour remplacer un original brisé. Chaque recoin portait sa mémoire, sa vision de ce que cette maison devrait être. Ma contemplation a été interrompue par une autre notification, une alerte bancaire que j'avais mise en place après avoir découvert leur plan. À ma grande surprise, mon père avait initié à distance un virement bancaire depuis notre compte commun du foyer, le compte que je finançais principalement pour les charges et l'entretien, vers le cabinet d'avocats de Harold Brennan. Il utilisait mon propre argent pour financer son attaque juridique contre moi. Cette dernière trahison a cristallisé ma décision. J'ai immédiatement rappelé Elisa. Je suis prête à procéder, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. De quoi avez-vous besoin de ma part? Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon d'activités juridiques. Elisa a déposé la requête d'urgence, a rassemblé des déclarations sous serment et a compilé les preuves des actions de mon père. Mon rôle était de documenter l'état de la maison, de cataloguer les restaurations de ma mère et de préparer une déclaration sur la création de la fiducie.
3 jours avant le retour de mon père et de Vanessa, Elisa a appelé avec une nouvelle inattendue. Le juge a accordé notre requête, a-t-elle dit. Mais il y a une complication. En examinant le testament original et les documents de la fiducie de votre mère, nous avons découvert quelque chose d'important. Quel genre de chose ? Votre mère a ajouté une disposition dont nous n'étions pas au courant. Si votre père se remariait, la fiducie exigeait qu'il vous rachète la moitié de la propriété à la valeur marchande ou qu'il déménage dans un délai d'1 an. Je me suis assise, stupéfaite. Il était censé me racheter après avoir épousé Vanessa ? Oui. La disposition a été déclenchée il y a 3 ans lorsqu'il a épousé Vanessa, mais il semble qu'il n'ait jamais révélé cela à la fiducie. Caroline voulait s'assurer que vous ne seriez pas forcé de vivre avec une belle-mère qui pourrait ne pas respecter votre position. Les implications m'ont frappé de plein fouet. Donc, non seulement il violait les termes en niant ma propriété, mais il est en défaut de la fiducie depuis 2 ans en ne me rachetant pas ou en ne déménageant pas. Exactement. Et il y a plus. Caroline a laissé une lettre scellée dans mon bureau, à ouvrir si cette disposition spécifique était violée. Mon cœur s'est emballé. Que dit-elle ? Je pense que vous devriez la lire vous-même, a dit Elisa. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi ? Quelques heures plus tard, j'étais assise dans le bureau d'Elisa, la lettre de ma mère tremblant dans mes mains, l'écriture familière brouillée par mes larmes alors que je lisais son message final pour moi. Ma très chère Sandra. Si tu lis ceci, c'est que Franck s'est remarié et a choisi de rester dans notre maison sans honorer les termes de la fiducie. J'aimerais pouvoir dire que je suis surprise, mais j'ai toujours su que son attachement à la maison tenait plus de la possession que de l'appréciation. Ce que Franck ne sait pas, ce que je n'ai jamais dit à personne, c'est que les fonds pour acheter et restaurer notre maison ne provenaient pas seulement de mon salaire. Ils provenaient principalement de mon héritage de ma grand-mère, avec la condition spécifique que la propriété reste aux descendants par le sang. Franck n'a aucun droit légal sur la maison au-delà de ce que je lui ai accordé dans la fiducie, qu'il a maintenant violée. J'ai chargé Elisa de t'aider à réclamer ce qui est entièrement et légitimement à toi. La maison est ton legs, ton héritage, non seulement de moi, mais de générations de femmes de notre famille. Tiens bon, ma courageuse fille. Tu es plus forte que tu ne le penses. Avec tout mon amour. Maman. J'ai levé les yeux vers Elisa, qui avait attendu en silence pendant que j'absorbais cette révélation. Cela change tout, n'est-ce pas ? Elle a hoché la tête. Votre père n'a aucune revendication sur la propriété. Aucune. Armée de cette nouvelle information, Elisa et moi avons révisé notre stratégie juridique. Au lieu de simplement faire respecter les conditions de la fiducie, nous allions demander la résiliation complète des droits d'habitation de mon père, sur la base de multiples violations, déni de ma propriété, création d'un environnement hostile, tentative d'invalidation de la fiducie, non-respect de la clause de remariage et détournement de fonds du foyer. L'ordonnance restrictive est maintenant en vigueur, a expliqué Elisa, alors que nous finalisions les documents. Ils ne pourront pas entrer dans la propriété à leur retour. Le shérif leur signifiera l'avis d'expulsion formelle, et nous procéderons à une audience au tribunal pour une résolution permanente. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme malgré l'énormité de ce que nous mettions en branle. Quel genre de calendrier envisageons-nous ? L'ordonnance temporaire dure 30 jours. L'audience pour la résolution permanente est prévue pour la 3e semaine, ce qui donne à votre père le temps de trouver un nouveau logement. En rentrant chez moi, j'ai contemplé les aspects pratiques de cette transition abrupte. La plupart des meubles appartenaient à ma mère, documentés dans l'inventaire de la fiducie, mais mon père et Vanessa avaient ajouté leurs propres pièces. Cassie avait sa propre chambre, remplie d'effets personnels. Je devrais prendre des dispositions pour qu'ils récupèrent leurs biens, sous surveillance. L'injustice de perturber la vie de Cassie me pesait. Malgré notre relation distante, elle était une spectatrice innocente dans le conflit des adultes. J'ai décidé d'emballer ses affaires moi-même, avec soin et respect, pour minimiser sa détresse. 2 jours avant leur retour prévu, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro de Philadelphie que je ne reconnaissais pas. « Est-ce que c'est Sandra Wells ?» a demandé une jeune voix féminine. « Oui, qui est à l'appareil ?»« C'est Cassie. » Sa voix semblait tendue. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. »
Surprise, j'ai demandé, es-tu toujours aux Bahamas avec ta mère et mon père? Oui, mais j'appelle depuis le téléphone de l'hôtel. Je ne veux pas qu'ils sachent. Elle a fait une pause. Je les ai entendus parler hier soir. Ils se disputaient à propos de la maison, et de toi. Mon estomac s'est serré. Qu'ont-ils dit? Frank a dit que son avocat pense qu'ils peuvent garder la maison s'ils prétendent que tu es mentalement instable, ou quelque chose comme ça. Maman a suggéré qu'ils pourraient faire croire que tu es dangereuse. La voix de Cassie a baissé encore plus. Ils ont parlé de placer quelque chose dans ta chambre à notre retour. Je ne sais pas quoi, exactement, mais ça avait l'air mauvais. La révélation m'a stupéfiée. Ils prévoyaient de fabriquer des preuves contre moi, potentiellement quelque chose pour suggérer que j'étais dangereuse ou déséquilibrée. C'était une tactique désespérée et méprisable. Merci de me le dire, Cassie. C'était courageux de ta part. C'est juste que, ça ne me semblait pas juste. Et j'ai aussi entendu d'autres choses, sur le fait que la maison est en fait la tienne, para Frank. Est-ce que c'est vrai? Oui, ai-je dit simplement. Ma mère me l'a laissé. Il y a eu un long silence. Ils ne m'ont jamais dit ça. Maman disait toujours que c'était la maison de Frank et que tu y vivais juste le temps de te reprendre en main. Une autre pause. Je suis désolée de la façon dont ils t'ont traité. Son empathie inattendue m'a fait monter les larmes aux yeux. Ce n'est pas ta faute, Cassie. Je devrais y aller avant qu'ils ne remarquent que je suis partie, mais je voulais que tu saches. Après la fin de l'appel, j'ai immédiatement contacté Elisa pour lui transmettre cette nouvelle information. Cela change la donne, a-t-elle dit sombrement. S'il prévoit de fabriquer des preuves, nous devons prendre des précautions supplémentaires. Je vais contacter le tribunal pour modifier l'ordonnance restrictive afin de les empêcher d'entrer dans la propriété en toutes circonstances, même pour récupérer leurs biens. Nous organiserons un superviseur désigné par le tribunal pour ce processus. J'ai approuvé son évaluation, mais une nouvelle préoccupation avait émergé. Et Cassie? Elle n'a que 16 ans. Elle ne devrait pas être prise au milieu de tout ça. Nous pouvons demander des dispositions spéciales pour elle dans l'ordonnance du tribunal, a suggéré Elisa. Peut-être des visites supervisées ou un lieu d'échange neutre pour ses affaires. Alors que nous discutions de ces modifications, un autre appel est arrivé, cette fois directement de mon père. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Sandra, a-t-il commencé, sa voix faussement chaleureuse, nous avons réfléchi à notre conversation avant de partir. Vanessa et moi voulons nous excuser pour nos paroles dures. Nous aimerions avoir une réunion de famille à notre retour pour discuter des besoins de chacun de manière équitable. Le changement soudain de ton a confirmé l'avertissement de Cassie. Il me tendait un piège, essayant de me faire baisser la garde avant leur retour. Cela semble raisonnable, ai-je répondu, imitant sa chaleur artificielle. Nous avons certainement beaucoup de choses à discuter. Dès que l'appel s'est terminé, je me suis tournée vers Elisa. Ils préparent quelque chose de spécifique pour leur retour. Nous devons être prêtes. Elle a hoché la tête sombrement. Ne vous inquiétez pas, nous le serons. Le jour du retour de mon père et de Vanessa s'est levé, clair et lumineux, un contraste frappant avec la tempête sur le point de s'abattre sur notre famille. Sur les instructions d'Elisa, j'avais temporairement quitté la maison, observant de l'autre côté de la rue les parties nécessaires se rassembler sur la pelouse avant, l'adjoint du shérif, Elisa dans son rôle d'administratrice de la fiducie, et un représentant du tribunal pour documenter la procédure. Leur taxi est arrivé à 14h15 précise. J'ai vu mon père sortir le premier, le visage détendu par les vacances, jusqu'à ce qu'il aperçoive les véhicules officiels. Vanessa a suivi, des lunettes de soleil de marque cachant sa réaction initiale. Cassie est restée un peu en retrait, jetant un coup d'œil dans ma direction avec un petit hochement de tête, presque imperceptible. De ma position, je ne pouvais pas entendre les mots exacts échangés, mais le langage corporel racontait l'histoire assez clairement. Le shérif s'est avancé, leur remettant officiellement l'ordonnance du tribunal. La posture de mon père s'est raidie sous le choc, sa main se tendant pour prendre les documents. Vanessa a enlevé ses lunettes de soleil, gesticulant sauvagement tout en protestant vraisemblablement. Elisa est restée calme, montrant occasionnellement des sections spécifiques des papiers.
Le représentant du tribunal prenait des notes et des photos, tenant un registre officiel de la procédure. Alors que la réalité de leur situation devenait évidente, le visage de mon père s'est transformé, rougissant d'abord de rage, puis pâlissant de cendre et d'incrédulité. La réaction de Vanessa a été plus volatile, ses bras s'agitant alors qu'elle criait après les fonctionnaires, puis se tournant accusatrice vers mon père. J'avais imaginé ce moment différemment, peut-être avec satisfaction ou justification. Au lieu de cela, j'ai ressenti un mélange complexe de tristesse et de résolution. Ce n'était pas une victoire à célébrer, mais une fin nécessaire pour permettre un nouveau départ. Le coup de grâce est venu quand Elisa leur a tendu le dernier document, la lettre de ma mère, expliquant la véritable origine des fonds de la maison et l'héritage féminin des générations qui m'ont précédé. Mon père s'est affalé sur l'une des valises, la façade d'indignation vertueuse s'effondrant en une défaite abasourdie alors qu'il comprenait enfin la profondeur de son erreur de calcul. La maison n'avait jamais été sienne à réclamer. Elle avait toujours, sans équivoque, été la mienne. Dans les semaines qui ont suivi cette confrontation décisive, les aspects pratiques de la séparation se sont déroulés avec une précision formelle. Mon père et Vanessa ont trouvé un appartement de l'autre côté de la ville, récupérant leurs effets personnels sous surveillance judiciaire. Notre communication s'est limitée à des emails concis sur la logistique, la chaleur de la famille irrémédiablement endommagée par la trahison et l'intervention légale. Le développement le plus surprenant est venu de Cassie. 2 jours après l'expulsion, elle m'a contacté, demandant à me rencontrer dans un café local. Ils se disputent sans arrêt, a-t-elle confié autour d'un chocolat chaud. Maman reproche à Franck de ne pas lui avoir dit la vérité sur la maison. Franck lui reproche de l'avoir poussé à engager des poursuites judiciaires. Elle a hésité. Je me demandais si je pouvais te rendre visite parfois. La maison, elle ressemble plus à un foyer que n'importe quel endroit où nous avons vécu. Sa demande m'a touchée de manière inattendue. Bien sûr que tu peux, Cassie. N'importe quand. Elle est devenue une visiteuse régulière, d'abord pour les après-midi du week-end, puis finissant par passer la nuit dans son ancienne chambre lorsque les tensions dans l'appartement devenaient insupportables. Malgré nos différences, nous avons formé un lien timide, 2 personnes, dommages collatéraux dans le chaos des décisions de nos parents. Mon père a tenté une réconciliation une fois, arrivant sans prévenir un dimanche matin. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin, a-t-il offert maladroitement. Après la mort de ta mère, je ne pouvais tout simplement pas accepter qu'elle ne m'ait pas confié la maison. Il ne s'agissait pas de confiance, papa, ai-je répondu. Il s'agissait d'héritage. Maman voulait s'assurer que la maison resterait dans la famille, pour des générations. Il a hoché la tête lentement. Je comprends maintenant. Trop tard, je suppose. Peut-être, un jour, reconstruirions-nous une version d'une relation. Mais pour l'instant, les blessures étaient trop fraîches, la trahison trop profonde. Quant à la maison, je me suis consacrée à poursuivre le travail de préservation de ma mère, en me concentrant sur la rénovation du 3e étage qu'elle avait prévu mais jamais terminé. Chaque moulure restaurée et chaque accessoire soigneusement choisi honorait sa vision et renforçait mon lien avec les femmes qui m'ont précédé. La maison a toujours su à qui elle appartenait, a commenté Elisa lors d'une visite. Votre mère serait fière de la façon dont vous avez protégé son héritage. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de propriété, il s'agissait d'honorer le passé tout en construisant mon avenir, exactement comme ma mère l'avait voulu.